Salut tout le monde, petite FAQ comme promis pour fêter les 10 000 abonnés qu'on a passé depuis un moment maintenant mais j'avais rien fait pour l'occasion. Donc je vous avais parlé de faire une FAQ pour les 2 ans de la chaîne et pour ce cap symbolique des 10 000. Du coup j'ai sélectionné quelques questions que vous m'avez posées sur Twitter, Facebook et dans l'onglet communauté de la chaîne. Alors je vais pas pouvoir répondre à toutes parce que j'en ai reçu beaucoup, mais même si votre question n'est pas passée, je la garde de côté parce que c'est pas exclu que je refasse une FAQ dans quelques mois ou l'année prochaine et j'inclurai les questions auxquelles j'ai pas répondu aujourd'hui dans la prochaine. Allez, on commence tout de suite et on perd pas de temps. Avant de commencer, cette vidéo est sponsorisée par Caracal. Et oui, je porte un pull de Noël pour aucune raison. Caracal, c'est quoi ? Non, c'est pas un énième jeu mobile dans lequel vous allez devoir payer pour gagner, pas du tout, c'est une application gratuite qui vous propose des podcasts audio. À la base, ces podcasts sont pensés comme des audio-guides pour parler de patrimoine, de sport, de voyage, bref, vous faire découvrir plein de choses autour de chez vous et dans le monde en général, que ce soit des monuments, des événements insolites, des personnages et tout un tas de choses. On peut sélectionner la carte. Hop, vous pouvez aussi vous localiser si vous voulez avoir directement les infos autour de chez vous. Et sur cette carte, par exemple ici en France, vous voyez tous les points orange là, ce sont des endroits où vous avez des podcasts. Par exemple, moi qui ai grandi en Bretagne, je peux voir qu'autour de Rennes, il y a une dizaine de podcasts qui m'attendent pour aller découvrir ce qu'il y a tout autour de la ville. L'application est gratuite à télécharger et à utiliser, c'est-à-dire que tout le contenu qui est mis par les créateurs sur cette application est totalement gratuit. Vous n'avez pas à débourser un centime pour écouter les podcasts ou regarder les vidéos qui s'y trouvent. En gros, l'appli peut aussi vous permettre tout simplement de vous reconnecter à ce qui vous entoure en vous proposant de découvrir des choses que vous pensez connaître ou que vous ne connaissez pas dans votre entourage. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil, si ça se trouve, il y a de belles choses à découvrir juste en bas de chez vous. Un dernier petit mot, les créateurs de l'appli adorent recevoir les expériences utilisateurs, donc n'hésitez pas à aller les retrouver sur leurs différents réseaux comme Facebook ou Twitter par exemple, et à leur donner votre témoignage pour ce qui pourrait être amélioré, ce que vous avez aimé, ce que vous avez moins apprécié, bref, tout ce qui est bon pour que l'appli se développe et vous plaise encore plus à l'avenir, n'hésitez pas une seule seconde. Une première question de Anne, comment vas-tu ? Bah écoute, déjà merci pour la question, ça va bien. C'est facile pour personne en ce moment, je vous apprends rien. Mais bon, de mon côté, j'ai quand même pas à me plaindre. Ça va, je suis actuellement à Berlin, il fait beau, le boulot ça va, la famille Imhotep. La famille ça va ? Ça va, Imhotep. Donc non, tout va bien. Une question de Champmar, qui est un des premiers abonnés de la chaîne. D'où et quand est venue cette passion pour l'Égypte ? Et merci pour le petit mot qui va avec. C'est difficile à dire parce que je me souviens pas exactement de quand est-ce que c'est venu, c'était autour de mes 7-8 ans je dirais à peu près. D'où ça m'est venu, pareil, pas trop de souvenirs parce que ça commence à remonter un peu, mais je sais que j'étais abonné à beaucoup de magazines pour enfants, je regardais beaucoup de dessins animés et de documentaires qui ont pu très probablement me donner cette passion avec plein d'autres médias du style la BD Papyrus, ce genre de trucs. Et j'ai un souvenir quand même qui me reste, ça devait être vers mes 8-9 ans, peut-être 10. Je me souviens d'avoir vu un article dans le magazine Le Journal de Mickey, auquel j'étais abonné quand j'étais gamin, et c'était un article qui parlait de l'archéologie et qui mentionnait l'égyptologie. Alors je pense que déjà à l'époque, j'avais une vraie affection pour l'Égypte ancienne, mais il est possible que cet article ait confirmé cette affection et que ce soit ensuite devenu une vraie passion. En tout cas, j'ai le souvenir que dès la fin de l'école primaire, quand on me demandait « qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?», je répondais « égyptologue ». Donc ça fait maintenant plus de 20 ans que ça me tient, et le fait d'avoir réussi à devenir égyptologue, c'est vraiment l'accomplissement de ma vie, clairement. Là, pour le moment, on peut pas faire mieux. Une question de The Damned Geisha, quelle est ta période préférée de l'Égypte et le pharaon ou la pharaonne qui t'inspire le plus ? Alors merci pour la question et le gentil mot. Période préférée, très clairement l'Ancien Empire, donc l'époque des grandes pyramides, 3e, 4e, 5e, 6e dynastie, parce que c'est la période sur laquelle j'ai travaillé pendant ma thèse, sur l'écriture hiéroglyphique en particulier. Donc
énormément d'affection pour cette période où beaucoup de traditions se mettent en place, le système hiéroglyphique devient vraiment canon au sens où il y a énormément de choses qui se standardisent, même s'il y aura des évolutions par la suite. La monumentalité des constructions, le nombre très conséquent de tombes qu'on a retrouvées avec des décorations et une conservation remarquable, malgré le fait que ce soit des monuments qui ont 4500 ans. Donc voilà, l'Ancien Empire, clairement. Pour ce qui est du pharaon qui m'inspire le plus, alors je ne sais pas si on peut parler d'inspiration à proprement parler, j'aime beaucoup Amenhotep III, notamment pour l'aspect théologique de son règne, pour le côté assez pacifique de cette période. Tout ce qui est côté artistique, littérature, théologique, c'est une période que j'aime beaucoup. Et donc oui, le règne d'Amenhotep III, je dirais, auquel je consacrerai une vidéo, bien évidemment. Une question d'Eric que je vois très souvent sur Facebook, donc salut à toi. En Égypte, sur la totalité des sites repérés, quel est le pourcentage ou la proportion de sites fouillés? Alors, honnêtement, pourcentage, j'en ai aucune idée, c'est extrêmement difficile à calculer parce qu'il y a des sites perdus, des sites qu'on ne connaît pas encore ou alors qu'on n'a pas encore fouillé par manque de moyens, de temps, etc. Donc sur la totalité des sites repérés, quel est le pourcentage de sites fouillés? Je pourrais pas répondre, mais toujours est-il que certains des plus grands égyptologues et archéologues qui vont sur le terrain considèrent que sur la totalité des sites que pouvait compter l'Égypte ancienne et qu'elle nous a livrés, en comptant également ceux qui ont pu disparaître sous l'urbanisme moderne notamment, on a déterré ou découvert, en tout cas mis au jour, entre un quart et un tiers des ressources et des vestiges que peut livrer l'Égypte. C'est peu, finalement. Ça fait 200 ans que l'égyptologie est une véritable discipline à part entière, depuis qu'on peut lire à nouveau les hiéroglyphes. Mettre au jour un quart à un tiers de ce que le territoire égyptien peut nous livrer, c'est assez peu, mais il faut prendre en compte, donc, comme je l'ai dit, le fait qu'il y a des sites qui ont définitivement disparu, à cause de l'urbanisme notamment, de la déviation du cours du Nil, etc. Il y a aussi des sites qui sont très difficilement accessibles, notamment dans le Sinaï, dans toutes les zones qui sont politiquement un petit peu compliquées aujourd'hui. Le Fayoum, c'est aussi un site assez particulier parce que, comme le delta, à cause du fait que ce soit très humide, il y a beaucoup de sites qui ont disparu à cause de cette humidité, de la géographie un peu marécageuse. Bref, il y a beaucoup de choses qu'on ne retrouvera plus jamais, c'est évident. Mais il en reste encore énormément à découvrir et on le voit avec toutes les actualités qu'il y a en ce moment, les tombeaux à Saqqara, les sarcophages dans le delta, etc. Bref, disons qu'un tiers a été mis au jour et que sur les 2 tiers restants, même si on ne découvrira sûrement pas tout, on en a encore pour des décennies de travail, vraiment sans problème. Une question de Hammertis57 que je vois très souvent sur Twitter. Lis-tu les différentes écritures hiératiques démotiques et penses-tu faire des vidéos sur le sujet? Non, je ne lis pas toutes les écritures. Je connais le système hiéroglyphique évidemment, en sachant que le système hiéroglyphique a énormément évolué bien évidemment et qu'il y a 2 états de langue majeurs, sans compter les petites variations au fil des périodes, avec l'ancien égyptien ou moyen égyptien, ancien empire, moyen empire, et le néo-égyptien à partir du nouvel empire. Donc là, ce sont des règles grammaticales qui changent principalement, mais quand on connaît les hiéroglyphes, on est capable de les lire quel que soit l'état de la langue. Après, c'est la connaissance de la grammaire qui va changer. Donc les hiéroglyphes, ça c'est bon. Je maîtrise à peu près l'hiératique, au moins l'hiératique du Moyen et du Nouvel Empire, puisque c'est mon sujet de recherche actuellement. Un petit peu moins les versions plus tardives qui sont un petit peu plus complexes à mon sens. Mais pour l'hiératique, ça va à peu près. Par contre, le démotique, non, 0. J'ai eu des cours de démotique quand j'étais à Strasbourg notamment, mais j'ai pas du tout assez travaillé, je m'y suis pas du tout assez intéressé pour que je le maîtrise ou même que je puisse le lire tout simplement. C'est une écriture extrêmement cursive qui a ses véritables spécialistes. Ce n'est pas mon cas, donc non, pas le démotique et encore moins le copte qui est le dernier stade de la langue égyptienne où là vraiment c'est une discipline à part entière, la coptologie. Donc ça c'est encore autre chose. Penses-tu faire des vidéos sur le sujet? C'est pas exclu. Alors, j'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo, il y a la chaîne du Scribe qui en parle déjà très bien. Mais oui, c'est pas du tout exclu que je fasse des vidéos sur les écritures, sur notamment l'évolution des états de langue, etc. Je prépare une vidéo là sur la phonétique égyptienne, donc il y aura des vidéos, je sais pas du tout quand, mais il y en aura très probablement.
Alors, deux questions de Olivier que je vois aussi très régulièrement dans l'espace commentaire, donc salut. Une première, sur quel sujet égyptologique travailles-tu actuellement? Thèse, articles, dépouillements d'archives, etc. Et une deuxième qui, à mon sens, va avec. Comment en 2021 vis-tu de l'égyptologie? En 2021, à l'heure actuelle, je vis de l'égyptologie grâce à un contrat de postdoctorat que j'ai obtenu avec la fondation Alexander von Humboldt en Allemagne. Et je suis rattaché à l'université Humboldt de Berlin. Donc c'est un contrat de 2 ans qui court jusqu'à l'automne prochain. Pour l'instant, c'est comme ça que je vis de l'égyptologie. Mais il faut savoir que c'est très compliqué quand on sort du doctorat de vivre de l'égyptologie, clairement. Les contrats de postdoc, donc c'est-à-dire après le doctorat pour des recherches, décharger des cours, etc., c'est difficile à obtenir, on est nombreux à en chercher, les universités sont peu nombreuses à en proposer, notamment pour des raisons économiques, donc c'est pas toujours facile de vivre de l'égyptologie quand on est un jeune chercheur. Pour l'instant, moi, ça se passe à peu près bien, donc je croise les doigts pour que ça continue. Mais voilà, pour l'instant, je suis sous contrat en Allemagne, je commence à regarder un petit peu ce qui se passe en France pour revenir et pour retrouver éventuellement une charge d'enseignement. Donc j'aimerais bien que ça continue le plus longtemps possible, bien évidemment, donc rendez-vous au prochain épisode. Pour la deuxième question, sur quel sujet travailles-tu actuellement? Alors, en ce moment, mon sujet de recherche principal porte sur ce qu'on appelle les textes d'enseignement. Donc ce sont des textes principalement en hiératique, on en parlait juste avant, une écriture cursive. Ce sont des textes qui donnent des conseils, des interdictions, des obligations, notamment morales, d'un maître à leur élève, souvent d'un maître à un jeune scribe par exemple, ou d'un père à son fils. Et ce sont des textes d'instruction, d'enseignement qui se composent sous forme de maximes, de conseils, avec à chaque fois, en tout cas très souvent en début de proposition, une forme impérative, c'est-à-dire fais ceci, ne fais pas cela, donne quelque chose, ne prends pas la parole en premier, assieds-toi et reste silencieux, etc., etc., ce genre de choses. Et donc moi, je me concentre sur le mode impératif dans ces textes-là. Donc c'est un sujet qui traite de grammaire, de l'aspect graphique des textes, quels signes sont utilisés, pourquoi, dans quelles proportions, etc. Et donc en fait, c'est de la linguistique, de la philologie, l'étude des mots. Pour l'instant, c'est ce qui m'intéresse en particulier. À côté, je fais d'autres petites recherches, notamment sur la phonologie, sur les jeux de mots en égyptien ancien, sur le rapport image-texte, qui est un sujet qui m'a toujours beaucoup passionné. Donc voilà, plein de petites choses, mais principalement l'impératif dans les textes d'enseignement. Une question de Imhotep. Déjà, salut, et puis bravo pour la pyramide de Djoser, c'est quand même pas mal. Quelles études pour être égyptologue? Est-ce que si on est égyptologue, il peut arriver de faire des voyages en Égypte pour le travail? Peux-tu nous renseigner un peu plus sur ce qu'est ce métier en détail et à quoi ressemble ton quotidien? Alors, quelles études pour être égyptologue? À titre personnel, j'ai fait une licence d'histoire à Rennes, ensuite j'ai fait un master d'histoire ancienne à Strasbourg avec une spécialité égyptologie, que j'ai complété avec une autre année de master à Montpellier, où cette fois-ci l'égyptologie prend place dans le cursus archéologie, et ensuite j'ai fait mon doctorat d'égyptologie que j'ai eu en 2017. En gros, études pour être égyptologue, c'est histoire et ou archéologie, licence, master, doctorat. Donc c'est un long cursus universitaire. En master, on va vous demander de faire normalement de la recherche, un mémoire de recherche. Bon, ça, les sujets, c'est à voir avec celles et ceux qui vont diriger ces recherches-là. Et puis le doctorat ensuite avec la thèse, éventuellement des charges d'enseignement quand c'est possible, etc. Donc licence, master, doctorat en histoire-archéologie, avec une spécialité en égyptologie si c'est possible pour apprendre l'épigraphie, c'est-à-dire les différentes écritures et la grammaire liée à ces écritures en Égypte ancienne. Et puis au maximum, s'intéresser aussi soi-même à côté pour avoir un gros background sur l'histoire, les géographies, le panthéon, l'archéologie égyptienne, l'histoire de l'égyptologie, etc. Se forger une très très forte culture égyptologique. Donc c'est un long cursus, c'est parfois compliqué, tout le monde ne va pas au bout, mais de manière générale, quand vous y arrivez, c'est vraiment un grand accomplissement. Et bien évidemment, je vous encourage, si c'est votre passion, à vous lancer, mais en sachant à quel point aussi ça peut être compliqué. J'en ai beaucoup plus parlé dans un podcast qui s'appelle bien dans ma thèse. Je vous remets le lien dans la description pour celles et ceux que ça intéresse. Je parle de mon cursus plus en détail, donc vous pouvez aller vous renseigner dans cette vidéo. C'était un échange que j'ai trouvé vachement intéressant et vous en apprendrez beaucoup plus. Pour l'autre question, est-ce qu'il peut arriver de faire des voyages pour le travail? Oui, bien sûr. Moi, j'en ai fait un pour l'instant à l'Institut français d'archéologie orientale au Caire.
C'était un voyage de 6 semaines pour mes recherches et durant lequel j'ai eu la chance d'aller visiter différents sites archéo, évidemment Giza, Saqqara, Abou Sir, visiter les pyramides, les tombes, donc tout ça dans le cadre de mes recherches bien évidemment, à l'époque sur les documents de l'Ancien Empire, mais il peut arriver aussi pour les plus chanceux d'avoir une place dans un chantier de fouilles, et là du coup d'aller vraiment faire de l'archéo à proprement parler en Égypte. C'est le cas notamment de chantiers français et internationaux au Caire et ailleurs, hein, dans la région thébaine par exemple, dans les oasis avec l'université de Strasbourg, etc. Donc oui, pendant vos études et après, il peut évidemment vous arriver, et c'est même recommandé évidemment, d'aller en Égypte pour votre boulot. Pour la dernière question, peux-tu nous renseigner un peu plus sur ce qu'est ce métier en détail? Je ferai des vidéos cette année sans doute, je sais pas encore, c'est à voir, mais je ferai des vidéos sur ce qu'est mon quotidien d'égyptologue et sur ce qu'est le quotidien de certains de mes collègues, parce qu'on n'a pas tous les égyptologues n'ont pas le même quotidien, ne travaillent pas sur les mêmes choses, n'ont pas les mêmes activités. Donc je vais préparer une série de vidéos sur ce qu'est le métier d'égyptologue, sur ce qu'est être égyptologue au XXIe siècle, et sur ce que font les égyptologues, au-delà d'écrire des livres, des articles, etc., ce qu'on voit comme production finie. Je ferai des vidéos sur la genèse d'une recherche, voilà, sur comment on mène une recherche d'un point de départ à la publication finale. Je vous prépare tout ça, ça demande pas mal de boulot parce qu'il va falloir que je sois bien précis dans ce que je veux filmer, expliquer, etc. Mais je vais sûrement faire ça dans l'année qui vient, donc restez connectés, abonnez-vous, et puis comme ça vous serez avertis tout de suite dès que la série commencera. Une question de l'histoire avec une grande H. Salut Rob. D'ailleurs j'en profite, petite parenthèse, allez vous renseigner sur le label Hérodote dont je fais partie. Ça regroupe plusieurs dizaines de vulgarisateurs historiques, de la plus petite chaîne à la plus grosse. Vraiment, tous les sujets sont traités. Il y a de l'histoire de l'art, il y a de l'histoire militaire, il y a de l'histoire liée au métal, il y a de la Révolution française, du Moyen-Âge, de l'histoire de l'islam, il y a vraiment de tout, il y a à boire et à manger, mais ça reste toujours de grande qualité, c'est sourcé, c'est bien travaillé, la forme, le fond, tout ça c'est très propre. Donc tous les liens sont en description, allez y jeter un coup d'œil vraiment, si vous êtes passionné d'histoire, vous n'allez pas le regretter. Je reviens à la question, Seth ou Horus? Question piège. Alors, j'ai une grande affection pour Seth parce que je trouve que c'est un dieu hyper intéressant, son ambivalence est vraiment passionnante. D'ailleurs, j'ai fait 2 vidéos dessus, vous pouvez toujours aller les voir. J'aime beaucoup Seth, mais en tant que grand passionné d'oiseaux et de rapaces en particulier, je vais dire Horus parce que il est hyper stylé, quoi. Faut dire ce qu'il est, hein. Faucon comme ça, c'est la classe. Donc, Horus. Une question de princesse parfaite que je croise souvent dans les commentaires, donc salut à toi. Donc comment t'es venue la passion pour l'Égypte? J'y ai répondu. Peux-tu lire tous les hiéroglyphes? J'y ai répondu également. Et la troisième question, la vulgarisation, tu y as pensé très tôt. Et merci pour les petits compliments ensuite, ça fait toujours plaisir. Alors j'y ai pensé très tôt, oui et non. Déjà pendant mon doctorat j'y pensais un petit peu, mais bon j'ai été pris par toutes mes recherches, donc évidemment c'était très loin de mes préoccupations. Par contre, quand j'ai obtenu mon doctorat, j'ai commencé à y penser de plus en plus fort, notamment parce que je trouvais que ça manquait un peu sur YouTube. Il y avait déjà quelques chaînes qui faisaient de l'égyptologie, bien sûr, j'ai rien inventé, mais ça restait très confidentiel, un petit peu de niche, et je me suis dit, pourquoi pas profiter de mes connaissances, et surtout du fait que j'ai accès à beaucoup de sources primaires, par mon travail, parce que je peux accéder à des bibliothèques universitaires, parce que je connais les noms des égyptologues qui ont écrit sur tel ou tel sujet. Donc je me suis dit pourquoi pas mettre ça au service de la vulgarisation, et notamment pour les passionnés et les étudiants qui pourraient avoir besoin d'explications claires de sujets précis. Donc j'y ai pensé, disons, à partir de 2018, et puis un jour, je me suis lancé, voilà, début 2019, je me suis dit, allez, de toute façon, qui ne tente rien n'a rien, il faut essayer. J'ai écrit mon script sur Keops, j'ai tourné un peu avec les moyens du bord, et puis j'ai publié la vidéo, et tout de suite ça a rencontré un public, alors d'abord très modeste, et puis ensuite j'ai eu la chance d'être recommandé par de gros youtubeurs. Et sans que ce soit une idée qui me soit venue très tôt, je suis content d'avoir sauté le pas, parce que je pense que voilà, si ça me travaillait, c'est que j'avais vraiment envie de le faire, et je regrette pas une seule seconde de m'être lancé dans l'aventure. Et merci à vous du coup de la faire vivre et de me montrer à quel point ça vous passionne, parce que c'est vraiment un grand bonheur.
Une question de Mathieu. Est-ce que les méthodes archéologiques actuelles tendent vers une approche moins destructrice des sites? Et si oui, comment? Je suis toujours sidéré de voir des sites magnifiques qui ont été endommagés par des archéologues pour y collecter de l'information. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de sites qui ont beaucoup pâti de méthodes archéologiques très moyennes, pour ne pas dire complètement catastrophiques, mais ça remonte à des époques quand même assez lointaines. C'est principalement 19e, début 20e, vraiment pour les dernières pratiques un peu limites. Aujourd'hui, heureusement, l'archéologie est très encadrée, les sites sont beaucoup moins violentés qu'auparavant, on ne peut plus sortir tous les trésors d'Égypte comme on veut, comme ça se faisait avant pour remplir les musées européens. Tout est très réglementé, il y a eu beaucoup de législation autour de ça, donc heureusement. Donc oui, aujourd'hui, évidemment, les méthodes archéologiques sont moins destructrices, au sens où elles ne le sont même plus du tout d'ailleurs. On ne peut plus comme ça rentrer à coups de dynamite dans une pyramide comme ça pouvait être le cas au 19e siècle. On ne va plus mettre de grands coups de pioche dans les monuments pour se créer un passage, etc. Non, non, ça c'est plus possible et c'est très bien comme ça. Donc oui, on est dans une approche moins destructrice. Les recherches, notamment dans les nouvelles technologies associées à l'archéologie, vont dans ce sens de la protection du patrimoine, des antiquités, des monuments et des vestiges en général. C'est très bien comme ça, il faut l'encourager et l'archéologie a fait énormément a eu énormément d'améliorations et a fait un gros bond en avant dans le courant du XXe siècle et c'est bien évidemment une bonne chose. Une question de Phénoménal Télise. Es-tu déjà allé en Égypte? Si oui, qu'as-tu visité? Sinon, que voudrais-tu visiter? Donc oui, je suis déjà allé en Égypte pour mon travail, j'y suis allé une fois, et en tant que touriste à mon année de seconde, je crois, oui, j'avais une quinzaine d'années avec mes parents. Alors j'ai visité énormément de sites, pour le travail comme en tant que touriste. J'ai eu déjà la chance d'en avoir visité beaucoup, donc évidemment le plateau de Giza avec les pyramides et le Sphinx, le plateau de Saqqara avec le complexe d'Ounas, les tombes privées, notamment de Ptahhotep, etc. J'ai visité le temple de Karnak dans la région thébaine, le temple d'Edfou, Abou Simbel, absolument extraordinaire, sans doute un de mes plus beaux souvenirs, c'est incroyable. Abou Simbel, les deux temples, c'est vraiment splendide. Bref, j'ai visité beaucoup de choses, mais il y a aussi beaucoup de choses que je n'ai pas visitées. Ce que j'aimerais visiter, c'est notamment la ville d'Alexandrie, parce que j'y suis jamais allé et ça m'intrigue beaucoup, donc j'aimerais beaucoup aller à Alexandrie. Éléphantine, j'aimerais bien retourner à Éléphantine, voir le temple de Philae de près, plein de petits sites comme ça, plus ou moins importants, mais parsemés partout dans le pays, que je n'ai pas fait ou que j'ai fait de façon très anecdotique. Donc j'aimerais beaucoup retourner dans ces lieux-là qui sont assez éloignés de mes thématiques de recherche, que je connais moins du coup, mais que j'aimerais découvrir ou redécouvrir. Dès que c'est possible, je sais déjà que je retournerai en Égypte et j'irai visiter tous ces sites que je n'ai pas encore eu la chance de vraiment voir dans le détail. C'est quelque chose que j'aimerais vraiment beaucoup faire le plus vite possible. Une question de Nefertiti. Bah écoute, ravi de voir que tu suis ma chaîne, hein, c'est un plaisir. Pourquoi y a-t-il autant de fascination sur l'Égypte ancienne? Alors, c'est une excellente question. Je vais pas répondre dans le détail là comme ça parce qu'il faudrait une vidéo à part entière en fait, mais pour faire bref, je pense que c'est une fascination qui finalement n'a jamais cessé depuis 2000 ans. Et qu'elle se traduit encore aujourd'hui, mais que ça fait bien longtemps que c'est le cas. Les voyageurs grecs, déjà, au milieu du premier millénaire avant Jésus-Christ, faisaient de l'Égypte une destination majeure de leur voyage, Platon, Hérodote, etc. Et c'est quelque chose qui a continué au fil des siècles et des millénaires, en fait. Il y a toujours eu des voyages en Égypte, de la part notamment des Occidentaux, parce que c'est une des civilisations les plus anciennes, parce qu'elle a laissé une merveille du monde, la pyramide de Khéops et les pyramides de Giza en général, parce qu'il y a les hiéroglyphes, parce qu'il y avait tout un imaginaire autour des trésors de l'Égypte ancienne, les momies, la conservation des corps extraordinaire, bref, tout un substrat d'imaginaire et d'antiquité fascinante qui ont participé de cette passion pour l'Égypte, qui a ensuite été ravivée évidemment avec la campagne de Bonaparte à la transition entre 18e et 19e siècle, qui a ramené ensuite suffisamment de matériel pour faire la description de l'Égypte, qui est un énorme travail avec des gravures, des peintures, des dessins, des explications de la part de plein de scientifiques sur ce qu'était l'Égypte durant l'Antiquité, sur ce qu'elle est maintenant, sur ce qu'elle a laissé, etc. Je ferai des vidéos là-dessus, vous inquiétez pas.
À partir du moment où ça a ravivé la passion pour l'Orient en général et l'Égypte en particulier, ça a été suivi très vite du déchiffrement des hiéroglyphes en 1822 par Champollion. Et donc à partir de là, il y a eu de plus en plus de recherches, il y a eu l'engouement pour l'archéologie en Égypte, la création du musée du Caire, la section du Louvre dédiée aux antiquités égyptiennes, bref, etc., etc. Et on voit que ça continue aujourd'hui, notamment parce que y a toujours cette passion de l'Égypte ancienne liée au fait que beaucoup de choses sont soit inexpliquées, la construction des pyramides notamment, je pense à ça, soit encore très méconnues du grand public. Comment fonctionnent les hiéroglyphes par exemple? Comment les Égyptiens sont-ils parvenus à conserver des corps aussi longtemps avec la momification? Bref, plein de choses qui nous fascinent quand on est jeune, et évidemment les expositions, notamment celle de Toutankhamon l'année dernière, qui a réuni un nombre absolument incroyable de visiteurs, je crois que c'est un record d'ailleurs. Bref, pour moi, cette fascination trouve ses bases dès l'Antiquité et s'est perpétuée jusqu'à aujourd'hui à travers des éléments phares de la civilisation égyptienne, que sont les hiéroglyphes, les momies et les monuments tels que les pyramides notamment. On pourrait rajouter évidemment la malédiction de Toutankhamon, tout ce genre de choses qui étaient plein de petites étapes dans l'histoire de cette fascination. Mais comme je l'ai dit, ça mériterait une vidéo à part entière, donc peut-être qu'un jour je ferai une vidéo là-dessus, ou même un podcast avec d'autres historiens pour en parler, pour notamment comparer avec d'autres cultures aussi, comme la Grèce, Rome, etc. Ça peut être intéressant. Dites-moi dans les commentaires si ça vous tenterait, un podcast comme ça avec des collègues historiens ou vulgarisateurs. Donc merci pour la question. Comme pour précédemment, restez connectés parce que je pense que c'est quelque chose sur lequel je reviendrai à plusieurs reprises. Une question de Samuel. Connais-tu un bon documentaire sérieux sur les pyramides de Gizeh et ou alors un bon livre qui synthétise les recherches les concernant? Alors un documentaire, non pas là, j'en ai pas qui me vient en tête tout de suite parce que je ne suis plus un très gros consommateur de documentaires. Étant donné que c'est mon métier, je regarde très peu de documentaires parce que après j'ai l'impression un peu d'étouffer sous l'Égypte ancienne tout le temps, j'ai beau être passionné, il y a aussi des fois où j'ai envie de regarder autre chose. Par contre pour ce qui est des bouquins, je conseille évidemment les travaux de Franck Monnier, notamment, qui est un égyptologue, un archéologue ingénieur spécialisé en égyptologie, et notamment autour de l'architecture et de la construction des pyramides, mais pas que. Il a fait notamment un bouquin qui s'appelle L'ère des géants, assez récemment, et qui est un excellent livre sur les pyramides, pas que de Giza, mais en général en Égypte. Et vraiment, je le conseille parce que c'est une somme d'informations et de connaissances qui sont juste passionnantes. Donc, vraiment, si vous vous intéressez aux pyramides, renseignez-vous sur les travaux de Franck Monnier. Je vous mettrai un petit lien vers son Academia dans la description. Et puis sinon, le bouquin sur les pyramides de Saqqara par Jean-Philippe Lauer aussi, qui était un immense égyptologue du XXe siècle. Pareil, je vous le recommande aussi parce que c'est fascinant. Donc voilà, je vous ferai peut-être des recos, un de ces quatre, de bouquins et de documentaires autour de ces questions-là. Mais déjà, je pense qu'avec ça, vous aurez de quoi nourrir votre intérêt. Alors pour la suite, j'ai regroupé 3 questions qui parlent de choses que je pourrais faire en vidéo et donc qui vont me permettre de parler de l'avenir de la chaîne. Une première question d'Aurélien. Nous parleras-tu des Hyksos un jour? Que penses-tu des découvertes récentes? D'où est venue cette passion? Alors les deux questions de la fin, j'y ai soit répondu, soit que penses-tu des découvertes récentes? J'en parle beaucoup sur Twitter et Facebook, je fais pas de vidéo là-dessus parce que j'ai pas envie de faire de vidéos d'actualité en fait. J'attends d'avoir les données, j'attends de les analyser, de lire des articles, etc. Je veux pas faire dans l'immédiat parce qu'on dit souvent beaucoup de bêtises. Si vous voulez parler d'actualité égypto avec moi, c'est sur Twitter et sur Facebook que ça se passe, n'hésitez pas à aller rejoindre mes comptes là-bas. Là j'y parle vraiment beaucoup plus en partageant des articles de presse et en donnant mon avis là-dessus. Donc la question, nous parleras-tu des Hyksos un jour? Oui, il y aura un épisode sur les Hyksos. Peut-être pas cette année parce que j'ai déjà un planning extrêmement chargé et vu que YouTube, c'est pas mon métier, malheureusement je peux pas sortir autant de vidéos que je le souhaiterais. Mais oui, je ferai une vidéo sur les Hyksos, peut-être même 2, parce que c'est une période de l'Égypte ancienne qui est très connue dans les grandes lignes. Donc voilà, beaucoup de gens savent qui sont les Hyksos au sens large du terme, mais en fait on ignore énormément de choses et il y a surtout beaucoup de bêtises qui sont dites là-dessus. Donc oui, je ferai des vidéos sur les Hyksos. La deuxième question, c'est celle d'Angélique. J'aimerais savoir si tu parleras des objets quotidiens utilisés, connais-tu les règles du Senet? Alors, les règles du Senet, non, je ne les connais pas. Pour ceux qui ne savent pas, le Senet, c'est un jeu de société de l'Égypte ancienne.
À ma connaissance, on ne connaît même pas bien les règles de manière générale, parce qu'on n'a pas retrouvé de notices comme on a dans nos jeux de société modernes. Donc je suis pas sûr qu'on connaisse vraiment parfaitement les règles, mais bon, je me renseignerai pour pas dire de bêtises. Mais surtout, la première question, parleras-tu des objets quotidiens utilisés? Oui, je vais lancer une série très bientôt sur la vie quotidienne en Égypte ancienne. C'est un sujet qui m'avait été beaucoup demandé suite à ma vidéo pour les 1000 abonnés. Donc je parlerai de la vie quotidienne, et donc évidemment, dans la vie quotidienne des Égyptiens, je parlerai des objets utilisés, que ce soit dans la cuisine, dans la médecine, dans l'art et la littérature, l'agriculture, etc., etc. Donc oui, je le ferai, et ça sortira cette année, avant l'été peut-être même, si j'ai le temps de faire ça d'ici là, je sortirai le premier épisode dans les mois qui viennent. Et enfin, la troisième question sur les vidéos. Quelles étaient les habitudes alimentaires des Égyptiens, toute époque confondue? Ça tombe bien, parce que la vidéo dont je viens juste de vous parler, qui va sortir bientôt, ce sera sur la cuisine des anciens Égyptiens, et donc sur leur alimentation en général. Et là, je prendrai exemple notamment sur des maquettes qu'on a retrouvées, pour ce qui est de la fabrication du pain, de la boucherie, des légumes, etc. Donc oui, je vais faire des vidéos sur les habitudes alimentaires des Égyptiens. Donc je ne réponds pas à la question ici parce qu'en plus c'est très vaste, mais très vite va arriver sur la chaîne une vidéo sur la cuisine des anciens Égyptiens, et j'espère qu'elle vous plaira. Une question d'Héraclès TV qui fait aussi partie du label Hérodote, n'oubliez pas. Néfertiti était-elle vraiment une BG de son temps? Excellente question, et la réponse est on n'en sait rien. Il y a beaucoup de fascination autour de Néfertiti et de sa prétendue beauté, notamment à cause ou grâce au buste de Néfertiti qui est aujourd'hui au musée de Berlin et qui a été découvert dans les ruines de Tel El Amarna. Néfertiti, le buste est magnifique, vraiment, il est sublime, c'est une des plus belles créations de la statuaire égyptienne. Certains ont d'ailleurs prétendu que c'était un faux. Bon, je suis assez sceptique là-dessus, mais c'est une autre question. Mais pour ce qui est de savoir si Néfertiti était vraiment sublime ou pas, bah on n'en sait rien en fait, parce que évidemment que ce buste prend sans doute exemple sur certains traits réels de la reine, mais il est énormément idéalisé. Comme n'importe quelle création artistique en Égypte ancienne, il répond à des codes iconographiques qui font partie d'un idéal, notamment quand vous plaquez une grille, un quadrillage sur le buste, vous voyez bien que tout est parfaitement symétrique, égal, etc. Ce qui dans la réalité ne peut pas exister. Donc voilà, ça répond à des règles artistiques et mathématiques classiques en Égypte ancienne, standardisées. Néfertiti, son buste, fait partie de cette iconographie qui répond à des objectifs politiques et idéologiques. Était-elle BG? Peut-être, rien n'empêche de le penser, c'était peut-être une très jolie femme, mais on n'en sait rien, et se fonder sur le buste du musée de Berlin pour dire que oui, c'était une femme d'une beauté extraordinaire, bah, c'est oublier en fait que l'art, à ces périodes-là, répond avant tout d'une idéologie, et que bah, forcément il faut prendre ça en compte pour nos connaissances. Et d'ailleurs, Dimitri Labourie a consacré un des chapitres de son petit bouquin sur les idées reçues en Égypte à la beauté de Néfertiti. N'hésitez pas à vous le procurer si ça vous intéresse, c'est un petit livre de 120-130 pages, mais qui est absolument passionnant et qui répond à beaucoup de questions. Et enfin, dernière question d'Anaïs Martin, qui est une collègue égyptologue que je salue. Alors finalement, scribe, bonne ou mauvaise position? Alors déjà, il me semble que c'est situation, hein, attention à revoir tes classiques. Puis, tu sais, je dirais qu'il n'y a pas vraiment de bonne ou de mauvaise situation. Moi, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Des gens qui m'ont tendu la main peut-être à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi. Voilà, sur ce petit clin d'œil, je m'arrête là parce qu'on va déjà être à, je sais pas, mais peut-être 30-35 minutes de vidéo et je pense que c'est largement suffisant pour une session de questions-réponses. Merci encore de votre fidélité à toutes et tous sur la chaîne, vraiment on est autour de 16 000 abonnés, là c'est complètement dingue. Quand je vous ai demandé des questions, j'en ai reçu des dizaines, vraiment c'est la folie. Donc merci d'être là, merci de me suivre et merci surtout de me montrer que ça vous passionne toujours et ça me donne la force de continuer en fait tout simplement et de réfléchir à toujours plus de contenu. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche parce que je vous prépare plein de vidéos notamment avec d'autres youtubeurs. En attendant 2022 et énormément de fêtes autour de l'égyptologie, on en reparlera. Merci encore, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À la prochaine!